Chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur Storia Voce et vous y êtes bien. Je vous le rappelle, à chaque émission, nos podcasts sont gratuits et afin de préserver cette gratuité, n'hésitez pas à nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en cliquant sur le lien indiqué dans la description de ce podcast. En fonction de la valeur de ce don, vous recevrez un abonnement de 3 mois, de 6 mois ou d'1 an à la revue Histoire et Civilisation. Merci d'avance. Marie Moutier-Bitan, bonjour. Bonjour Christophe Lucas. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes titulaire de la chaire d'excellence Shoah et entreprises génocidaires à l'université de Caen, docteur en histoire contemporaine. Je vous ai déjà reçu à ce micro. Vous êtes venu parler de votre livre Les chants de la Shoah, l'extermination des Juifs en Union soviétique occupée, paru chez Passé Composé. Il s'agit ni plus ni moins de ce qu'on a appelé la Shoah par balle. Vous venez de publier, de publier avec Nicolas Guillerat, data designer, ce livre absolument génial et formidable, infographie du nazisme, un ouvrage paru chez Passé Composé. Passé Composé, c'est spécialisé dans ces infographies. Ils font un travail absolument remarquable sur l'histoire. Alors, on va découvrir en ce volume sur lequel vous avez travaillé. Cette émission s'intitule « Pourquoi tant d'histoire ?» Parce que c'est vrai que nous nous interrogeons aussi sur l'historiographie, sur la façon de transmettre l'histoire. Et cette façon ici, l'infographie. L'infographie est très importante, je pense, pour notre époque, qui est une époque d'image. Comment est née cette infographie, Marie Moutier-Bitan? Quelle est l'histoire, au fond, de ce livre? Avec Nicolas Grapayen, qui est éditeur chez Passé Composé, on voyait se multiplier donc ces infographies qui étaient extrêmement intéressantes et on s'est posé autour d'une table, on s'est dit mais comment on pourrait travailler ensemble sur une infographie, et le sujet s'est imposé lui-même, infographie du nazisme. L'idée, c'était de pouvoir présenter une sorte d'introduction, une invitation à un lectorat extrêmement large de découvrir ou de redécouvrir sous un autre angle cette histoire du nazisme. Comment se passe en quelque sorte ce travail? Vous avez des sessions, on imagine, de travail. Vous avez eu des sessions de travail avec Nicolas Guillerat. La plupart des historiens, vous êtes une historienne, vous avez toujours travaillé sur le texte. Comment vous vous êtes dit, vous êtes réveillé un matin en vous disant, bon, maintenant, je vais passer du texte à la représentation infographique? C'est extrêmement compliqué. Et je dois vous confier que vraiment les premières semaines, on a tâtonné. Alors, autant Nicolas Guillerat, qui est data designer, a l'habitude de travailler avec les historiens, de les guider aussi, et heureusement qu'il a été là pour me montrer aussi la marche à suivre. Mais moi, en tant qu'historienne, j'avais vraiment l'habitude déjà de travailler seule sur des textes, sur une rédaction, sur vraiment une écriture. Et là, il s'agissait vraiment d'une toute autre démarche. Il s'agissait de regrouper des données. Alors, quand il s'agit de l'économie allemande, par exemple, c'est des choses qui sont extrêmement simples parce que les chiffres sont là, les chiffres, on les retrouve très facilement dans les archives. Mais pour d'autres sujets qu'on souhaitait quand même aborder dans ce livre, comme la propagande, par exemple, il a fallu trouver autre chose que des données chiffrées et représenter autre chose, comme par exemple le parcours de la production d'un film. Retracer des parcours, ça a été finalement quelque chose d'extrêmement intéressant qu'on a souhaité développer pour certaines doubles pages, comme par exemple le parcours d'un Allemand et d'une Allemande dans la société nazie, de la naissance jusqu'à l'âge adulte, ou bien encore, par exemple, le parcours d'un prisonnier de guerre soviétique. Parce que voilà, tous ces sujets-là, on voulait en parler, mais il fallait qu'on contourne l'absence de données chiffrées. Est-ce que votre regard d'historienne a changé? Je veux dire par là, vous avez travaillé sur la Shoah par balle, vous avez mené énormément d'interviews à l'Est, vous avez travaillé sur des écrits également. Est-ce que votre perception d'historienne a changé sur votre discipline en réalisant cette infographie?
Je dirais que ça a été un excellent exercice dans la mesure où ça m'a obligée à changer constamment d'échelle. Vraiment, de l'échelle du pouvoir, depuis Berlin, depuis le cabinet d'Hitler, jusqu'à la population allemande. Et ces changements d'échelle qui étaient extrêmement intéressants et qu'on retrouve, je pense, dans le livre, de montrer à la fois les mécanismes du pouvoir, mais aussi leur impact sur la société allemande. Et j'ai beaucoup aimé, en fait, cet exercice parce que, comme vous l'avez dit, mon travail m'a vraiment conduit dans les confins de l'Europe de l'Est, où Berlin semble très loin. Et là, j'ai vraiment pu retourner au cœur du fonctionnement nazi. Vous le voyez aujourd'hui comme un outil pour les historiens, parce que finalement, le plan est un plan chronologique absolument classique. Les textes éclairent bien évidemment l'infographie, mais j'allais dire, on ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire sur l'ensemble des infographies qui sont d'une richesse absolument inouïe. Alors, figurez-vous que le livre devait faire moitié moins de pages. Et finalement, on voulait aborder tellement de thématiques qu'il a doublé de volume en cours de production. Donc l'éditeur vous a laissé une sorte de liberté, ce qui est rare en soi. Absolument, on avait vraiment carte blanche. Merci Nicolas Grapayen. Exactement, et on a vraiment pu composer les doubles pages qu'on souhaitait. Parce qu'on a réfléchi par double page, c'est-à-dire que le livre, on peut finalement ouvrir une double page, elle contient une thématique spécifique, dans un ensemble plus grand, mais voilà, on peut aussi picorer, entre guillemets, le livre. Alors, ouvrage pour les historiens, alors déjà, c'est un ouvrage qui rend hommage au travail des historiens, au travail de, disons, ces 20-30 dernières années, où on a vraiment mobilisé l'historiographie la plus récente, à la fois française, allemande, anglo-saxonne, bien sûr, également un petit peu de ce qui se fait à l'Est aussi. Il a fallu aussi piocher dans des archives, parce que, par exemple, des thématiques comme les grandes messes du parti nazi à Nuremberg dans les années 30 sont finalement assez peu documentées. On voulait vraiment retrouver la géographie du lieu, comment se déroulaient les festivités. Et donc, on a été chercher jusqu'à vraiment des fascicules de l'époque qui étaient distribués aux Allemands et grâce à ça, on a pu vraiment reconstituer ce qu'étaient ces grandes journées de fête du parti nazi. Alors, il y a 3 types de pages, j'allais dire de manière générale. Il y a bien évidemment les cartes, c'est une évidence. Il y a les chiffres. Ensuite, est-ce que l'histoire doit être... Enfin, l'histoire ne se cantonne pas aux chiffres. Et ça serait une question un peu par défaut. Qu'est-ce que vous auriez aimé avoir dans le livre et que vous n'avez pas réussi à pouvoir exprimer en infographie ? Bien justement, quand il n'y avait pas les chiffres, on a décidé de qualifier, de créer de nouvelles données. Par exemple, concernant l'entourage d'Hitler, on a décidé de qualifier les relations d'Hitler les uns avec les autres. On a fait aussi une liste des entreprises allemandes sur leur rôle pendant la guerre, etc. Et donc, on a voulu... on s'est retrouvé à qualifier leur degré de collaboration avec le Troisième Reich selon des critères que j'ai moi-même établi, en fait, l'accès privilégié aux ressources naturelles, par exemple, ou à d'autres marchés, le recours à la main-d'œuvre forcée, par exemple. Donc, en fait, quand il n'y avait pas de données chiffrées, on a décidé de créer nos propres données. Et alors, le troisième type, donc il y a les cartes, il y a les données purement chiffrées, et puis il y a une cartographie des lieux. Vous évoquiez Nuremberg, je ne retrouve pas la page sur Nuremberg, je la montrerai peut-être après. Là, vous avez l'organisation d'une fusillade. Vous qui avez travaillé sur la Shoah, par exemple, est-ce que la Shoah par balle, est-ce que la représentation physique, c'est une chose dont vous aviez pris conscience lors de vos travaux, ou au contraire c'est l'infographie qui vous a obligé en quelque sorte à sortir, comme on dit, de sa zone de confort et de se dire mais au fond c'était comme ça? Là c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt vraiment mes voyages de terrain qui ont
donner Forme. cette forme à l'infographie parce que je sais l'importance des lieux et je voulais absolument montrer des lieux dans cette infographie parce que derrière ce schéma de fusillade ou encore il y a la représentation du centre de mise à mort de Sobibor ou encore les rues de Nuremberg. L'idée, c'est aussi de réfléchir à l'espace. Et concernant Sobibor et les fusillades, c'est aussi de réfléchir à qu'est-ce qu'un espace génocidaire. Et là, l'idée, c'était de montrer avec ce schéma de fusillade que ça a lieu en plein jour, en bordure de village. Et ça, je voulais vraiment que les gens puissent se le représenter et se le représenter autrement que par les photos prises par les nazis. Vous voyez. Donc là, c'est vraiment pour ancrer également la politique nazie dans un espace. Et c'est pour ça qu'il y a autant de cartes et c'est pour ça qu'il y a autant de schémas. Quelle a été pour vous la plus grande difficulté lors de l'infographie ? La plus grande difficulté, je dirais, a été de trancher sur les chiffres. Parce que certains chiffres peuvent vraiment varier d'un ouvrage d'historien à l'autre. J'ai entre guillemets l'habitude de trancher avec les chiffres parce que entre les chiffres des archives allemandes et les chiffres des archives soviétiques, il peut y avoir un monde. Voilà. Mais donc là, ça a été quelque chose de compliqué. Enfin, à chaque fois, il a fallu arbitrer, il a fallu décider, parfois en se référant vraiment aux travaux les plus sérieux, parfois en trouvant un entre-deux également. Donc, je dirais que les chiffres a été ce qui a été de plus complexe à trancher. Alors, infographie du nazisme, et vous commencez bien évidemment par les années 1918-1923, parce qu'on ne peut pas comprendre l'émergence du NSDAP sans prendre en compte cette période 1918-1923. Au-delà même du putsch de Munich, vous représentez les révoltes, les répressions, etc. Bien sûr, il s'agissait quand même de montrer le contexte dans lequel Hitler va s'installer et va installer sa parole, ses discours. L'Allemagne, à la sortie de la Première Guerre mondiale, est au bord de la révolution. Il y a d'ailleurs une république des soviets qui s'installe à Munich, en Bavière. La Bavière est quand même au cœur de cette histoire. Il y a aussi, comme le montre cette carte, une foule de révoltes communistes, socialistes, qui explosent en Allemagne, qui sont réprimées, et pour beaucoup par des corps francs, donc qui sont ces corps paramilitaires composés principalement d'anciens soldats allemands, et qui vont être aussi utilisés par le gouvernement de la République de Weimar pour réprimer ces mouvements de gauche. Et Hitler, lui, s'insère dans ce contexte, et surtout, il va s'approprier les rancœurs, les discours de l'après-guerre, avec cette idée qu'il y a eu ce coup de poignard dans le dos contre l'armée allemande, qu'il y a cette injustice du traité de Versailles. Donc finalement, la fin de la Première Guerre mondiale lui offre un boulevard pour développer ses idées, pour revendiquer les révisions des frontières, etc., pour prôner un retour des territoires qui ont été amputés au Reich. Mais finalement, il va reprendre des idées qui sont déjà en cours. Ce sont les idées völkisch. Il n'y a rien de très nouveau, finalement, quand Hitler arrive là-bas. Mais c'est ce contexte qui lui permet d'arriver sur le devant de la scène, déjà sur le devant de la scène munichoise, bavaroise. C'est vrai que quand on parle du nazisme, quand on parle d'Hitler, etc., voilà, il apparaît un peu comme un énorme éléphant dans la pièce de l'histoire, mais il y a ce contexte, vous le dites, et par exemple, là, je suis en face de la question de la démobilisation après la guerre, mais aussi de la poursuite des violences, et vous cartographiez littéralement toutes les sections, toutes les groupes paramilitaires qui existent après-guerre. Oui, absolument. Et qui ne
sont pas forcément liés au nazisme. Non, absolument. Et ils sont très nombreux. Alors, certains vont rejoindre les mouvements révolutionnaires de gauche, mais beaucoup vont se retrouver dans ces forces paramilitaires des corps francs qui sont, eux, très nationalistes et, au contraire, vont aller à l'affrontement contre les forces révolutionnaires, parce que je rappelle qu'en parallèle, il y a eu cette révolution russe, mais qu'il y a aussi toute l'Europe de l'Est qui est en guerre, vraiment, les armées blanches contre les armées rouges, contre l'armée polonaise, etc. Donc on est vraiment quand même dans un climat de guerre civile. Alors, je passe à une autre partie de l'infographie que j'ai beaucoup aimée. C'est celle consacrée à Mein Kampf. Et il y a 3 axes. D'abord, la fabrication du livre. Deuxièmement, la conception du monde qui est véhiculé. Et enfin, ce que vous avez appelé la carte mentale du nazisme. L'idée était de montrer déjà la fabrication du livre et à quel point Hitler, quand il est en prison pour l'écriture de Mein Kampf, n'est pas seul. Vous voyez qu'il y a toute une nébuleuse autour de lui. Il a des fidèles qui l'aident, des personnes aussi à l'extérieur. Il a un éditeur, il y a le directeur de la prison qui est quand même plutôt très conciliant. On lui apporte du papier, on lui apporte machine à écrire, etc. Donc il est vraiment très entouré pour la fabrication de son livre. C'était important déjà de le montrer, qu'on ne s'imagine pas qu'Hitler est seul dans sa cellule en train d'écrire. Pas du tout. Il a un salon avec tous ses camarades. Et par la suite, ce qui me semblait intéressant, c'était de montrer quelles étaient les thématiques déjà abordées dans Mein Kampf. Alors, on a déjà beaucoup parlé de cette réédition de Mein Kampf par Florent Braillard et d'autres collègues qui l'ont... Chez Fayard, je crois. Exactement, qui l'ont très sérieusement annoté, contextualisé. L'idée, c'était de montrer comment se découpait le livre. Et on a été assez... Et finalement, seule l'infographie pouvait nous permettre de visualiser clairement le découpage par thématique dans Mein Kampf, avec une partie autobiographique quand même assez importante, mais avec les idées de lutte contre le bolchevisme et même plus largement le judéo-bolchevisme, qui ont une partie déjà extrêmement importante. Et ce qu'on voit dans cette carte mentale du nazisme, c'est vraiment comment sont reliées les idées les unes aux autres dans l'espace mental d'Hitler. Donc vous passez de la description très précise de ce qu'est Mein Kampf à cette carte mentale qui est absolument fascinante et extrêmement précise. Peut-être une question, vous avez utilisé l'intelligence artificielle ou pas ? Pas du tout. Absolument pas. Alors, cette carte mentale du nazisme était au départ un très vaste tableur Excel, et ensuite, Nicolas Guira, l'infographiste, en a fait cette nébuleuse d'idées représentées ainsi. Alors, autre sujet, mais qui me semble extrêmement important, vous évoquiez tout à l'heure les réseaux bavarois d'Adolf Hitler, ces réseaux, le système nazi, le monde nazi, tel que l'a décrit Johann Chapoutot, fait précisément du nazisme un ensemble de féodalités, de petits groupes avec des hommes qui se détestent ou au contraire s'admirent, collaborent ensemble, etc. Est-ce que vous souscrivez à cette thèse de la féodalité ? Alors je pense bien évidemment aux infographies sur l'entourage d'Hitler, le noyau du pouvoir aussi, ou est-ce que l'infographie vous a amené à considérer un pouvoir beaucoup plus centralisé qu'on ne le dit. Donc féodalité ou centralisation ? Eh bien les deux finalement, parce qu'il y a vraiment ce noyau dur autour d'Hitler. Donc la figure d'Hitler est incontournable. On a voulu ne pas la perdre de vue dans cette infographie, mais trouver un équilibre entre Hitler, son noyau, donc vraiment de proches. Beaucoup se détestent. Effectivement, d'ailleurs, il y a une infographie qui est consacrée à leur relation. Et Hitler va jouer aussi sur cette concurrence. Vous montrez les tensions entre les gens. C'est ce qui est absolument incroyable, en fait. Exactement. Vous rentrez non pas dans le cœur des gens, mais dans leur relationnel. Tout à fait. Et cette mise en concurrence doit
pousser les dignitaires nazis à plus de zèle et à devancer même les attentes d'Hitler. Alors avec une personne de l'ombre, notamment, dont on développe aussi le portrait, c'est Martin Bormann, qui est à la chancellerie du Reich et qui, lui, va aussi utiliser ces luttes intestines pour aussi placer des membres de sa famille autour d'Hitler, etc. Mais il faut aussi se rendre compte que le nazisme, c'est aussi tout un ensemble de personnages secondaires dont on parle beaucoup moins, mais qui ont aussi leur rôle extrêmement important dans le fonctionnement du régime nazi, que ce soit les Gauleiter, parce que le régime nazi met un fin au fédéralisme pour un État davantage centralisé. Ces Gauleiter vont être les relais d'Hitler sur le terrain, mais pas que. Et une des infographies le montre, il y a toute une hiérarchie dans le parti nazi, jusque vraiment des blocs d'immeubles, où il y a un responsable du parti qui surveille aussi la population locale. Comme en Union soviétique. Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure, on voit l'économie hitlérienne comme une économie en croissance. Les évolutions et donc les résultats économiques sont peut-être ceux que l'on peut, on le disait tout à l'heure, représenter le plus facilement, parce que nous parlons de chiffres, de recettes, de population active, des investissements. Que dire de cette économie? Quelle a été, en quelques mots, la réalité économique du nazisme? Est-ce qu'elle a profité de la sortie de crise de 1929 finalement, ou au contraire c'est elle qui est à l'origine de cette sortie de crise? Alors effectivement, Hitler profite de la sortie de crise. Quand il arrive au pouvoir en 1933, il a plusieurs objectifs. Déjà, donc, c'est surmonter cette crise économique. Il doit également lutter contre le chômage, qui est extrêmement important, et conduire aussi l'économie allemande vers une économie de guerre, en prévision d'une guerre future, évidemment, pour annexer de nouveaux territoires. Finalement, il profite de cette sortie de crise et les Allemands ont vraiment l'impression que l'économie va mieux. Alors qu'en réalité, si on se réfère à l'économie en 1929, au pouvoir d'achat par exemple, il était bien plus important en 1929 que ensuite dans le courant des années 30, mais par rapport à 1932, effectivement, les Allemands ont l'impression de mieux vivre. Cela dit, Hitler va nommer Göring au plan de 4 ans, et Göring, qui est loin d'être le meilleur économiste du Reich, va développer une politique de l'autarcie. Et cette utopie de l'autarcie va en réalité entraîner de nombreuses pénuries dont la population allemande va souffrir au fur et à mesure, très progressivement, jusqu'à l'entrée en guerre. Et pourtant, je ne sais plus si c'est avec Johann Chapoutot ou une émission sur l'occupation allemande, je crois, avec Eric Allary, on évoquait le fait que les pays occupés étaient véritablement ponctionnés, et vous le montrez d'ailleurs dans une infographie où on voit les réseaux, les canaux de distribution des denrées, que ce soit des denrées alimentaires, des minerais, des matières énergétiques, etc. Tout à fait. Le pillage est total et par tous les acteurs de l'occupation. Parce qu'il ne faut pas que les Allemands manquent. Il ne faut pas que les Allemands manquent. Il faut le faire tourner aussi l'économie de guerre. Et il faut surtout, et là c'est quand même l'une des grandes priorités, il faut nourrir les soldats allemands. Et c'est ça la priorité en termes de nourriture pendant la guerre. Effectivement, ce qu'on a voulu montrer, c'est que le pillage se fait à toutes les échelles des pays occupés et que vraiment tout le monde participe. Les grandes entreprises allemandes aussi ponctionnent non seulement les ressources, mais aussi la main-d'œuvre. Évidemment, main-d'œuvre des camps de concentration, mais aussi main-d'œuvre forcée des pays de l'Est, par exemple, où de jeunes Polonais, de jeunes Ukrainiens sont enlevés de force pour aller travailler dans les usines en Allemagne. Donc, c'est aussi un pillage
de main-d'œuvre humaine. Alors, il y a une infographie que j'aime beaucoup, c'est celle-ci, qui n'est pas comme les autres, c'est pas une carte, ce ne sont pas des chiffres. En revanche, c'est une représentation des besoins basiques, en quelque sorte, le fait de s'habiller et le fait de se nourrir. Tout à fait. Le risque avec une infographie, c'est qu'en se plongeant trop dans les chiffres, on en oublie l'aspect humain. Et donc l'idée, c'était quand même vraiment d'en revenir à l'état de la population allemande durant la guerre et de montrer de manière très imagée, là effectivement, quels étaient véritablement leur accès aux textiles, aux denrées alimentaires. Alors, il existe aussi des domaines peu explorés et peu connus, même s'ils nous paraissent évidents. Vous parlez, par exemple, du contrôle des médias. Comment les médias étaient contrôlés et comment se déroulaient, en quelque sorte, les entreprises de propagande? Goebbels a mis en place, depuis son ministère de la propagande du Reich, la Chambre de la culture du Reich qui chapeaute toutes les formes de production artistique et, disons, audiovisuelle. Si vous êtes un artiste sous le Troisième Reich, vous devez faire partie de cette Chambre de la culture du Reich. Autrement, vous n'avez aucune subvention, vous n'avez aucun moyen de vivre. Par ailleurs, Goebbels va investir beaucoup d'énergie et de ressources dans le cinéma. Et ça, c'est une des choses que j'ai découvertes en me plongeant justement dans le cinéma sous le Troisième Reich, c'est qu'il y a bien évidemment des films de propagande politique extrêmement forts, extrêmement explicites comme Le Juif Zus et d'autres films. Mais il y a aussi toute une production de films à l'eau de rose, destinés selon Goebbels aussi à un peu endormir, engourdir les masses derrière ces histoires d'amour qui se passent dans les Alpes bavaroises. Alors, j'ai retrouvé l'infographie qui est liée à Nuremberg. Donc, on voit bien sur la gauche la cartographie véritable de la ville et aussi le parcours d'Hitler. C'est assez étonnant, le parcours d'Hitler lors des cérémonies, la scène, etc. C'est véritablement fascinant. Alors, il y a aussi un aspect peu connu. Nous sommes au printemps 1938 et Hitler reçoit la requête de parents qui viennent de mettre au monde un enfant qui est lourdement handicapé. Ils veulent le tuer. Les parents veulent tuer leur enfant, ce qui est fait après avis médical. Et c'est le début d'une politique euthanasique. Est-ce qu'on peut dire de grande ampleur ? Oui, absolument. C'est le premier crime de masse du régime nazi, donc avant la Shoah. Il s'agit de l'assassinat des personnes handicapées et en particulier des enfants qui naissent avec un lourd handicap. Ils sont repérés dès la naissance jusqu'à 3 ans. On mobilise également tout le corps médical pour repérer ces enfants handicapés. Des sages-femmes vont recevoir des primes de dénonciation de ces enfants. Et ce geste meurtrier va s'étendre aussi aux populations des asiles, des hôpitaux psychiatriques. Et ce sont les premiers gazages qui ont lieu donc de ces personnes. Ce corps médical, ces médecins qui ont la charge de cette euthanasie, vont ensuite être mobilisés dans le cadre de l'action Reinhardt et la mise à mort des Juifs d'Europe dans les centres de mise à mort de Sobibor, Treblinka et Belzec. Alors justement, voilà un centre de mise à mort qui est représenté. Il y a, et ça ressort là aussi de l'autre
l'autre infographie qui est liée à votre spécialité, donc la Shoah par balle, l'organisation d'une fusillade. Vous décrivez, voilà, la veille, le jour même, heure par heure, ce qu'il se passe. Il y a un côté complètement systématique, mécanique, on va dire même quasi industriel dans cette dans l'horreur en fait. Tout à fait, tout est conçu comme ça. Mais il faut toujours garder en tête que dans le déroulé lui-même, il y a aussi énormément d'inconnus et de résistance aussi de la part des personnes qui vont être assassinées. Mais vraiment, les nazis vont concevoir heure par heure pour des questions de rendement meurtrier. Et pour des raisons tout à fait techniques, il faut que la fusillade des Juifs d'une localité soit terminée avant la tombée de la nuit. Sinon, on ne va plus rien, on est obligé de s'éclairer des phares des voitures, mais cela facilite les évasions. Si la fusillade n'est pas terminée en temps et en heure, ça veut dire que les victimes restantes doivent être logées quelque part, etc. Donc en fait, ils ont vraiment une vision très logistique de leur extermination des Juifs. Alors on termine par l'après-guerre, la fin de la guerre, et voilà, c'est la première fois que je vois une cartographie de la fuite des nazis de par le monde, et vous réalisez une typologie des différents pays d'accueil des spécialistes, des fugitifs, pays de transit, pays et zones d'origine des fugitifs, enfin bref, il y a une véritable classification. Il y a des travaux qui existent en fait sur ce sujet. Bien sûr, comme la plupart du livre, tout provient de travaux d'historiens. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont faites sur l'après-guerre. Alors, principalement dans l'historiographie allemande. Il était évidemment inconcevable de terminer un livre sur le nazisme sans justement ces évasions. Ou ces accueils aussi qui sont faits de ces dignitaires nazis, mais également sur les procès et de voir à quel point les procès ont délivré des peines extrêmement variées selon la chronologie, mais aussi selon le lieu où se déroule le procès, mais également que toute la partie finalement économie du Reich a été très peu touchée par cette justice d'après-guerre. Alors justement, cette justice est double aussi, vous le montrez bien, il y a la justice de la RDA et la justice de la RFA. Tout à fait. Alors, la RDA, donc sous contrôle communiste soviétique, aura des peines beaucoup plus lourdes. Du côté soviétique, par exemple, il y a plus de 200 000 condamnations de collaborateurs nazis et de nazis, beaucoup de condamnations à mort, de travaux forcés, bien entendu. Tandis que en RFA, déjà, les procès mettent du temps à s'installer. C'est vraiment sous l'impulsion de ce procureur juif allemand Fritz Bauer qu'il va y avoir véritablement des procès qui sont menés par la RFA et non plus par des tribunaux alliés. Je pense au procès d'Auschwitz, mais aussi à d'autres procès qui ont lieu dans les années 60-70 contre d'anciens membres des Einsatzgruppen. Mais finalement, les peines encourues sont extrêmement légères et vont pas plus de 6-7 ans de prison, y compris pour des chefs d'Einsatzkommando. Dernière infographie, l'impossible ignorance, la population allemande face aux persécutions et à l'extermination. Qu'est-ce que vous avez souhaité montrer? J'ai reçu ici Laurent Joly pour ses travaux sur Vichy. Voilà, on se souvient du livre, voilà, Vichy, un passé qui ne passe pas. Il y a de nombreux livres sur la mémoire. Les Allemands ont voulu comme effacer leur mémoire au même titre qu'en France. Il y a le titre de ce livre de Goetz Ali, cet historien allemand, « Nous ne savions pas ». Et cet historien avait mis justement en avant le fait qu'il était impossible pour la population allemande d'ignorer les persécutions. Et effectivement, ce qu'on a voulu montrer, c'est que ces persécutions et ces exterminations se déroulent dans un espace public. Et se déroulent de manière extrêmement claire, ne serait-ce que par les discours tenus par les dignitaires nazis, par les affiches de propagande, par les actualités filmées. Ces persécutions se déroulent
en plein jour. Et donc, c'est encore une fois, la question de l'espace et de la position de la population locale. Est-ce que la neutralité est possible quand on vit sous un régime de dictature face à ces persécutions? C'est la question qu'on souhaitait poser. C'est la question que vous posez et vous énumérez en quelque sorte tous ces faits qui sont des faits publics. Absolument. Par exemple, il y a des ventes aux enchères des biens juifs organisées dans les villes allemandes à la suite des déportations. Tout le monde connaît la provenance de ces objets ou de l'appartement qu'ils vont acheter. Exposition, art, affiches, reportages sur les camps de concentration et les pogroms, morts massives d'handicapés, paroles de soldats, etc. Ils ne pouvaient pas ne pas savoir. Voilà. C'est impossible, oui. Mais après, la question qui se pose derrière tout ça, c'est que faire ? Est-ce que justement cette neutralité est possible, ou est-ce que le régime nazi a pu mettre tout cela en place grâce à une politique de terreur, ou bien grâce aussi à une forme de consentement de la population? Eh bien, merci beaucoup, Marie Moutier-Bittan. Donc, vous venez de publier Infographie du nazisme, un ouvrage absolument considérable de données, de cartes, d'informations qui doit être absolument dans toutes les bibliothèques de ceux qui sont passionnés par l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et par l'histoire de l'entre-deux-guerres. Il faut bien évidemment mentionner Nicolas Guillera, qui est le datagraphiste, c'est ça ? Tout à fait. Le datagraphiste, le data designer, qui a réalisé avec vous ce travail paru aux éditions Passé Composé. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité à Storia Voce. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous, n'hésitez pas à vous rendre chez votre kiosque préféré afin de vous procurer le dernier numéro d'Histoire et Civilisation, et nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Storia Voce. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.